Reste à savoir lequel. Bonsoir, bienvenue dans Savoir d'une heure de débat politique et parlementaire. La loi travail, c'est le retour de la manif, des slogans contre le projet de loi El Khomri, mais une mobilisation qui s'essouffle entre 60 000 et 200 000 opposants à la loi travail dans les rues, partout en France. À Paris, 15 000 manifestants selon la préfecture, 55 000 selon les syndicats. Aussi à l'Élysée comme à Matignon, on prie pour que la pause estivale éteigne l'incendie social. Si incendie social il y a, au vu de la mobilisation, on peut se poser la question. Au même moment, le Sénat a adopté le texte, 185 voix pour, 156 voix contre, une version beaucoup plus libérale, abolition des 35 heures, rétablissement du plafonnement des indemnités prud'homales. Le texte retourne à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Si Manuel Valls ne trouve pas de compromis avec sa majorité, il devra alors utiliser l'article 49.3 de la Constitution qui engage la responsabilité du gouvernement. Loi travail, la dernière manche. Vous pouvez réagir via notre site internet lcp.fr. Hashtag CVR, ça c'est pour les tweetos. Merci à mes invités d'avoir accepté notre invitation. Frédérique Espagnac, bonsoir. Vous êtes sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques, proche de François Hollande. Vous aviez appelé récemment à ne pas perdre trop de temps pour résoudre le conflit autour de la loi travail et trouver une porte de sortie collective. C'est possible, selon vous. Face à vous, Philippe Vigier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député d'Eure-et-Loir, chef de file du groupe UDI ici à l'Assemblée nationale. Éric Coquerel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole et coordinateur politique du Parti de gauche et conseiller régional Île-de-France. Je signale votre ouvrage Au cœur du front de gauche aux éditions des Arcanes. Henri Sterdignac, bonsoir. Vous êtes économiste, Bonsoir. conseiller scientifique à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économique. Avant de débattre, retour sur cette 11e journée de mobilisation contre la loi travail. 2500 policiers pour encadrer la manifestation parisienne, 30 personnes interpellées et une mobilisation qui s'essouffle. Le reportage de Stéphanie Despierres. Place de la Bastille, les CRS filtrent les accès. Ils fouillent systématiquement les manifestants. C'est la 11e journée de mobilisation contre la loi travail. Le cortège n'est pas encore parti que les syndicats en promettent déjà d'autres si les discussions prévues demain à Matignon ne les satisfont pas. C'est bien qu'on soit reçu, c'est ce qu'on demande, il était temps j'allais dire, mais il faut des réponses aux questions qu'on pose. C'est pas une visite de courtoisie. Je pense que mardi, il n'a échappé à personne que le texte revient à l'Assemblée nationale. Il y aura certainement des initiatives, mais ce sera sous des formes diverses, comme on a pu faire maintes fois déjà. Si le gouvernement ne répond pas positivement, il y aura encore quelques actions cet été, je ne dis pas des manifs, et puis je donne rendez-vous à la rentrée. La semaine dernière, les manifestants n'avaient pu faire que le tour du bassin de l'Arsenal, 1,6 km. Cette fois, le parcours autorisé par la préfecture est plus long, 3 km entre Bastille et Place d'Italie, sous haute surveillance. Pour éviter les débordements et les dégradations, toutes les rues perpendiculaires au défilé sont condamnées par les CRS. Ce déploiement policier est problématique parce qu'il devient attentatoire, en vérité, à la liberté de manifester. Et il faut que le gouvernement fasse attention à la dérive dans laquelle il est en train d'entrer. Selon les syndicats, il y a 55 000 personnes dans le défilé, 15 000 selon la police. Pour les opposants à la loi travail, c'est la dernière grande mobilisation avant l'été. J'estime que la loi elle est anti-salariée et je trouve qu'on a déjà suffisamment de lois pour licencier des gens lorsqu'on veut les licencier. En 2006, on a réussi à faire reculer un gouvernement de droite avec une réforme de droite, le CPE. Donc on peut espérer qu'un gouvernement dit de gauche reculera aussi sur une loi de droite. Quelques centaines de personnes cagoulées qui se sont glissées en tête du défilé. Le face-à-face est parfois tendu. Les CRS protègent les vitrines, le cortège avance au ralenti. Finalement, les manifestants sont arrivés place d'Italie sans incident majeur. Une quarantaine de personnes ont été interpellées, la plupart avant d'entrer dans le cortège. Voilà un reportage de Stéphanie Despierres. 64 000 manifestations selon la police, 200 000 selon les syndicats dans toute la France contre la loi travail. C'est encore moins que la semaine dernière.
question toute simple, est-ce qu'on n'assiste pas au dernier round, Frédéric Espagnac? Et c'est pas à moi de le dire. Là. Ils sont reçus demain, donc on va bien voir ce qui va se passer demain à Matignon. Après, c'est les organisations syndicales qui décideront. Voilà, donc c'est pas à moi de dire que c'est le dernier round. Philippe Vigier? Écoutez, oui, il appartient aux organisations syndicales de savoir ce qu'ils veulent faire. Moi, je souhaite simplement qu'on puisse sortir de cette impasse dans laquelle nous sommes depuis longtemps. Ce qui est regrettable, c'est que le Premier ministre va donc recevoir les responsables syndicaux demain. Très bien, mais il aurait été mieux que le dialogue ait eu plus lieu en amont. Le dialogue social, ça se construit au fil du temps. Et en fait, si nous en sommes là, c'est qu'on voit bien que le gouvernement a cassé le front syndical en deux. D'un côté la CGT, de l'autre côté la CFDT. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut essayer d'avancer avec tous les syndicats, même si on sait naturellement que les projets qu'ils défendent ne sont pas les mêmes. Éric Coquerel, sur cette mobilisation, est-ce que la CGT elle a les moyens de faire sortir beaucoup de monde dans les rues? On a l'impression... Vous pouvez arrêter de parler seulement de la CGT. Il y a 7 syndicats. 7 syndicats. CGT, Force ouvrière, même la CGC est contre, 3 confédérations syndicales sur 5, tous les syndicats étudiants, syndicats lycéens, Solidaires, l'FSU. Je dis ça parce que cette espèce de discours où on met la CGT puis on envoie des fléchettes, c'est bon quoi. Bon, donc il y a des syndicats. Deuxième chose, ça fait maintenant des semaines, je fais toutes les manifestations, on nous dit que le mouvement s'essouffle. Alors si vraiment il s'essoufflait, il n'y aurait plus du tout personne dans la rue. Non, la manifestation, par exemple, aujourd'hui, je regardais les images moi j'y étais, je regardais les images que vous avez montrées, on peut tout montrer avec des images. Par exemple, vous auriez pu montrer le boulevard de l'hôpital rempli depuis Austerlitz jusqu'à Place d'Italie, et ça aurait été une autre vision. Il y avait plus de monde en réalité que le 23, j'ai fait les 2 manifestations, là c'est un parcours de 3 km, arithmétiquement c'est indéniable. Et puis surtout, il y a une chose, c'est que les éléments ne changent pas. Quelle que soit la forme d'expression des manifestations, et c'est vrai que c'est plus dur aujourd'hui de faire grève qu'il y a quelques années, vu le contexte économique, mais quelle que soit la situation, vous avez 70% des Français qui continuent à dire qu'ils sont contre la loi travail, vous en avez aujourd'hui 70%, un autre sondage qui disent pas touche avec le 49.3, d'accord? Donc vous avez une mobilisation qui reste intacte. Et vous avez un gouvernement qui essaye de passer en force sur une loi dont les gens ne veulent pas. C'est ça la réalité. On parle d'incendie social dans un pays qui compte 66 millions d'habitants, mobilisé au maximum 200 000 manifestants opposant à une loi. Est-ce qu'on peut parler d'incendie social, franchement ? C'est pas un incendie social, hein, mais ça marque quand même, c'est important. Ça fait un grand nombre de manifestations. Il y a toujours beaucoup de monde, ça montre quand même une préoccupation parmi le monde du travail. Hein. C'est quand même une loi dans laquelle on annonce qu'on va remettre en cause l'ensemble du droit du travail en 2 ans. C'est quand même extrêmement préoccupant. C'est une loi qui a été faite quand même sous l'inspiration du MEDEF, qui n'a pas été discutée en temps utile avec les syndicats, et il est normal que, effectivement, un certain nombre de salariés s'alarment, bien que naturellement, comme il n'y a pas des effets directs sur les salariés, effectivement, la mobilisation est difficile, mais il est légitime, normal que un front des syndicats dise quand même, ben non, ça va pas, quoi. Surtout aujourd'hui, où quand même le Sénat a voté une loi qui est encore plus scandaleuse que la loi initiale. Je voulais rester sur la manifestation. La manifestation, il faut se lever de bonne heure pour avoir envie d'aller manifester. Hein. Les conditions deviennent vraiment problématiques. D'accord. Alors, on voit bien que l'utilisation... Quand on manifeste, on n'est pas payé. Non, il n'y a pas que ça. C'est que pour aller manifester aujourd'hui, vous avez vu les fouilles au corps qu'il y a sur des syndicalistes, qui sont tout, et ça se voit, sauf des casseurs. D'accord. Donc aujourd'hui, il y a des intimidations. Vous savez qu'il y a même un syndicaliste de Solidaires qui a été arrêté ce matin sans aucune raison, d'accord, à son domicile, qui est toujours aujourd'hui en garde à vue. Nous demandons sa libération d'ailleurs. Tout à l'heure, devant la Bourse du Travail, il y a des gens qui ont été empêchés d'aller manifester. La Bourse du Travail, qui est quand même la maison des syndicats à Paris. Et là encore, c'était pas une bande de casseurs qui partaient. Simplement, ils avaient envie d'aller manifester. Donc, on a un vrai problème avec la gestion du maintien de l'ordre. Je ne mets pas les policiers en accusation, mais les ordres qui sont donnés depuis maintenant des semaines sont vraiment problématiques dans la façon de gérer le maintien de l'ordre. D'accord. Et ça, c'est directement M. Cazeneuve. Dire ça. Hein. Mais vous répliquerez après. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas continuer à s'habituer à aller à des manifestations. Il y a même une de vos consoeurs
Camille Polony qui n'a pas pu rentrer à la manifestation. On ne peut pas continuer à rentrer à la manifestation en devant sans arrêt montrer ses identités, en ayant des fouilles au corps, etc. Qu'à un moment donné, par rapport à des sacs un peu importants, on regarde, pourquoi pas. Mais là, c'est devenu un processus. Philippe Vigier, Frédéric Espagna, comment vous expliquez que la semaine dernière était dangereux de défiler de Bastille à la place d'Italie et que cette semaine, ça pose pas de problème? Non, moi je voudrais dire deux choses. Le droit de manifester, le droit de grève. Le droit de grève, je rappelle, il est constitutionnel. Et le droit de manifester, d'ailleurs, il n'est pas constitutionnel, mais il existe, et pour moi, il est indispensable. Mais vous ne pouvez pas nier, Éric Coquerel, qu'il y a eu quand même, sur les 13 ou 14 manifestations qui ont eu lieu, des scènes intolérables, dramatiques, où on a les forces de l'ordre qui étaient en première ligne pour maintenir l'ordre dans des conditions difficiles. Moi, je vais vous dire, l'image de l'hôpital Necker... La nécessité du maintien de l'ordre public. Pardonnez-moi, mais l'image de l'hôpital Necker, peut-être parce que j'ai fait une partie de mon internat là-bas, cassée, sachant que de l'autre côté du mur, il y avait des salles d'opération, pour moi, c'est... Non, mais attendez. C'était pas normal qu'il soit... Deuxièmement, moi, je vois pas en quoi vous êtes gêné. Je vois pas en quoi je suis pas gêné, mais je vais vous dire une chose. On peut faire tout à n'importe quoi des images. Je vous ai écouté. Tout n'importe quoi, on y va, si vous voulez, tout à l'heure, et vous verrez qu'il y a toujours les impacts sur l'hôpital Necker. La deuxième chose que je voulais dire... Qu'est-ce que vous avez reproché? Rien du tout. Vous pouvez aller manifester. Quand vous fouillez au corps, quel est le drame? Quand vous allez à certains endroits, vous êtes fouillé au corps, vous allez dans les fan zones à l'heure actuelle, on fait attention. Vous n'y êtes pas. Vous ne pouvez pas demander que toutes les manifestations, ça soit comme ça dorénavant. C'est pas possible. Ce que je veux pas, ce que je veux vous dire, c'est que je veux protéger. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas eu de casse. Je veux protéger les manifestants parce que le droit de grève, pour moi, il est sacré. Donc, je veux protéger les manifestants dans leurs droits, dans leur expression. Ils sont en désaccord avec cette loi, ils l'expriment, et ça, c'est normal. Mais aussi, je veux pas qu'il y ait des débordements avec ces casseurs. Vous pouvez pas nier qu'il y a des casseurs qui existent. Aujourd'hui, je suis très heureux que rien ne soit passé, mais ça n'est pas dramatique que de dire qu'on veut assurer un maximum de conditions de sécurité. Je pense accepter cela. 2500 policiers mobilisés, des contrôles systématiques, c'est ça l'expression du syndicalisme aujourd'hui? Vous pouvez pas réduire ça. Enfin, aujourd'hui, ce qui a été dit, bah écoutez, donc deux choses. Un, je peux pas laisser dire ce qui a été dit sur les policiers parce qu'ils sont quand même là aujourd'hui pour. Si vous pouvez me laisser dire, vous pouvez répondre. Mais d'accord, enfin, en tout cas, j'y réponds. Donc voilà, donc je prends mon tour de parole. En l'occurrence, donc parce que je pense que il faut quand même rappeler dans quelles conditions ils sont aujourd'hui. Et ça faisait partie des raisons qui m'ont amené à me dire à un moment donné qu'il fallait sortir de cette impasse et de ce rapport de force et qu'il fallait trouver des solutions. Mais néanmoins, je veux dire, comme Monsieur Vigier, en l'occurrence, je considère qu'à partir du moment où, bien sûr qu'on a le droit et que c'est un droit réel, c'est aussi un droit de pouvoir manifester en sécurité. Avec les événements qui se sont passés, je crois que chacun d'entre nous, on est plutôt de ce point de vue-là rassuré sur le fait que quand on décide, alors qu'en plus que ça a un coût potentiellement d'aller manifester, on peut le faire dans les conditions qui sont aujourd'hui, voilà. Et personnellement, enfin, je crois que les uns et les autres autour de cette table, je crois qu'il faut qu'on soit aussi responsable sur le fait de se dire que ce n'est pas souhaitable que cette situation perdure, que dans tous les cas de figure, le but du jeu, c'est qu'on arrive à trouver une solution et une issue, parce que je crois que c'est quand même aujourd'hui. Écoutez, j'ai tenu. C'est une issue. Mais je vous signale que dans mon camp, je fais partie des gens qui ont dit qui ont tendu la main. Donc vous ne pouvez pas me le reprocher. Mon camp me l'a peut-être reproché. Je pense que ça serait quand même comique que ça soit. D'accord avec moi, c'est très bien. Non, écoutez, j'ai fait. En tout cas, j'ai été il y a 5-6 semaines une des rares ici à dire qu'il fallait revenir autour de la table, qu'il fallait trouver une issue sur l'article 2. Donc, vous voyez, vous n'allez pas venir me chercher sur ce terrain-là. Je ne vous cherche pas. Voilà. Je dis. Éric Coquerel, une nouvelle journée de mobilisation est prévue le 5 juillet. Vous attendez du monde? Écoutez, oui, je pense qu'il y aura du monde, il y aura plus de monde, puisque ça sera l'ouverture du débat parlementaire. À l'Assemblée nationale. On voit bien que malheureusement, il existe des menaces du 49.3, qui serait vraiment un vrai problème démocratique s'il était appliqué pour la troisième reprise, raison pour laquelle nous on appelle à une motion de censure, y compris de voter une motion de censure de la droite. Bien. Donc, on souhaite qu'elle vienne de la gauche, mais si elle ne vient pas de la gauche, il faut utiliser n'importe quel instrument. Donc, il est évident que le 5 juillet, nous appelons à manifestation, nous appelons à se mobiliser. Monsieur Mailly l'a dit tout à l'heure, la mobilisation n'est pas terminée. Cette loi, on ne la laissera pas tranquille parce qu'elle est mauvaise pour le pays. Philippe Vigier, vous voulez ajouter? Non, un mot sur le 49.3. Il est dans la Constitution. Je respecte la Constitution. Simplement une chose, je m'étais exprimé avec force là-dessus, ce qui est totalement anormal, c'est que le débat parlementaire ne puisse pas avoir lieu. Parce qu'en fait, pourquoi? Parce que François Hollande n'a pas de majorité pour voter ce texte. Ils ne seront pas à la roue de secours. Et simplement, je regrette que ceux qui n'avaient pas de procédure en 2010-2011, François Hollande lui-même, Manuel Valls lui-même, expliquant que c'est un déni de démocratie que de ne pas aller au bout du débat, au moins sur la loi Macron, on est allé
jusqu'au bout du débat parlementaire. Et après, ils ont déclenché 49.3. Là, c'est pire. Imaginez la frustration. Le film, je peux vous le faire. Le texte revient le 4 juillet à l'Assemblée. Donc j'ai bien compris qu'il y a un appel à la grève le 5. Oui. Le 5, la responsabilité du gouvernement va être engagée. Et le 7, il y aura un débat sur la motion de censure. On va en parler en seconde partie de l'émission. Je voulais d'abord qu'on vienne sur les débats et le vote au Sénat. Alors le projet de loi travail que les sénateurs viennent d'adopter n'a plus rien à voir avec la copie que leur avait, qui leur avait été présentée au départ. 2 semaines de débat. Regardons de près ce texte voté au Sénat. Voilà, suppression des 35 heures. Donc, pour la majorité sénatoriale. Voilà, pour la majorité sénatoriale, 3 contre 1 quand même. Madame, messieurs, pour la majorité sénatoriale, on a l'impression qu'il s'agit surtout d'esquisser la trame d'une vaste réforme du droit du travail en cas d'alternance en 2017. Géraldine Bavoileau. Madame la ministre. 15 jours de débat dans l'ensemble courtois entre la majorité sénatoriale et le gouvernement. Mais cela n'a pas empêché le Sénat, majoritairement à droite, de modifier le texte. Madame la ministre, merci. Rien ne vous a été épargné. Surtout d'ailleurs du côté de votre camp, plus que de notre côté, vous êtes resté à l'écoute, avec patience, sourire. L'article 2 d'abord, celui qui fait prévaloir les accords d'entreprise sur les accords de branche. Une philosophie défendue par la majorité de droite qui fait sauter le verrou des 35 heures. Le gouvernement avait reculé face à l'affront des syndicats. Le Sénat a rétabli le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de condamnation de l'employeur pour licenciement abusif. Autre modification sur l'un des points phares du texte, le cadre des licenciements économiques. Le Sénat retient l'échelon national pour les licenciements au sein de multinationales au motif que la situation économique sur le sol français prime. Enfin, l'article 10, voté par le Sénat, permet aux syndicats représentant seulement 30% des salariés de valider un accord d'entreprise. Et en cas de blocage, le patron pourrait lui-même organiser un référendum. Si la droite sénatoriale a durci le projet de loi, le débat a surtout eu lieu au sein de la gauche, près de 900 amendements, dont la moitié déposés par le groupe communiste, et des manifestations qui se sont invitées dans l'hémicycle. C'était quand même de drôles de casseurs que nous avons rencontrés, qui ont pu agir devant une police passive, devant leur exaction. On a même des photos, le montrent aujourd'hui, où on voit des policiers en civil avec des brassards de police qui laissent faire effectivement ces casseurs et qui cassent sur l'hôpital Necker. Et pourquoi cela? Eh bien parce qu'effectivement ce gouvernement et le Premier ministre ont décidé la voie du pourrissement. Dire aujourd'hui dans l'hémicycle du Sénat que les policiers sont complices de la casse, c'est inacceptable, chers collègues. C'est inacceptable parce que les policiers portent un lourd tribut. Le vote solennel a lieu cet après-midi. Dans la foulée, une commission mixte paritaire réunira députés et sénateurs. Voilà un texte adopté à plus de 186 voix. Frédéric Espagnac, qu'est-ce que ce texte vous inspire? Est-ce que c'est pas un message, est-ce que ce serait pas un message subliminal de la gauche sur le thème regardez ce que la droite vous prépare, c'est pire? Enfin, il y a ce que peut dire la gauche, mais enfin, il y a la réalité du texte. Donc on va regarder la réalité du texte. Les mesures ont été présentées. Je vais revenir aussi sur la garantie jeune, parce que on en parle peu, mais c'est quand même une mesure très importante aujourd'hui sur la précarisation des jeunes et sur une aide à un accompagnement. Qui a été supprimée. Qui a été supprimée. Et voilà, donc ça, je pense que faudra quand même le rappeler, et ce qui n'est pas anodin. D'ailleurs, j'ai même des collègues de droite qui ont voté contre, et même des élus locaux qui disent c'est incompréhensible de voir la droite sur ce sujet-là. Il y a évidemment les 35 heures, il y a évidemment la précarisation des contrats précaires sur les 24 heures qui tombent là aussi. Je rappelle que c'est souvent les contrats précaires, ce sont souvent les femmes qui en font les frais. Voilà, donc il y a des choses comme ça. Voilà, il faut quand même regarder de près. Alors, j'ai pas envie d'entrer dans la polémique et on va forcément le faire. La question est se dire, c'est l'avenir, c'est les programmes peut-être à droite. Enfin, revenons à la réalité de ce que ce texte... Oui, mais c'est un texte qui n'aura rien à voir avec le texte au final. Peut-être, mais enfin, c'est potentiellement ce que la droite nous prépare après 2017. Donc il faut quand même le regarder de près. La droite et le centre, habituez-vous à imaginer, d'ailleurs il y a un groupe centriste au Sénat. Voilà. Au Sénat. Deux choses. Qui des fois même votent avec nous. Est-ce que oui ou non, ça va bien en France sur le plan du chômage? Est-ce que j'ai dit ça? En 4 ans, je vais juste rappeler des choses. En 4 ans, il y a 1 053 000 chômeurs en plus, toutes catégories confondues. Et en 5 ans, pendant Nicolas Sarkozy, il y en a eu combien en plus? Je vous ai écouté. Sur Nicolas Sarkozy, je vais vous donner les vrais chiffres, 1 123 000. Et il reste encore une année. Les chiffres sont incontestables, c'est la somme des différentes catégories. Et il reste encore une année. Le chômage a commencé à baisser. Donc, je voudrais simplement dire à Frédéric Espagnac que si
ça allait mieux, on le verrait au moins dans les chiffres du chômage. On ne le voit pas, ça veut dire qu'il faut agir. Pour la première fois, le chômage a baissé en France. Il vient de repartir à la hausse. Non, pardonnez-moi, vous n'arriverez pas. Vous avez vu les événements, excusez-moi. Je vais vous dire une chose, ce sont des sujets tellement graves qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Je suis d'accord avec vous. Laissez-moi terminer. Je ne fais que ça. Laissez-moi terminer. 1,5 million, 1,80 million. Et pourtant, il y avait la fameuse inversion de la courbe que l'on n'a pas vue et que malheureusement on ne verra pas. Je dis malheureusement, parce que moi je souhaite... Ça, on le verra à la fin du quinquennat. Non, je souhaite que le chômage baisse, mais il ne baisse pas. Et il y a toujours un taux de chômage chez les jeunes qui est insupportable. On parlera ensemble de la garantie jeune. Ce pays, 2000 milliards d'euros de dette pour les jeunes et un taux de chômage de quasiment 25%. Donc, il faut bouger les lignes. On peut avoir des désaccords. Mais les lignes doivent bouger. Modifier le code du travail. Pas faire la révolution. D'ailleurs, je tiens à dire que la ministre, pour son baptême du feu, était courageuse. Oui, je crois qu'on peut lui rendre hommage. Je tiens à le dire. Plus que compréhensible, à parce l'écoute. qu'elle était à l'écoute et c'était un rôle extrêmement difficile. Absolument. Bon, ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a des pistes qui sont empruntées qui ne sont pas les pistes qui, à mon avis, sont les bonnes. Et nous avons essayé de le démontrer. Et vous ne pouvez pas accuser l'UDI et les centristes d'avoir fait de l'obstruction parlementaire. Nous avons déposé ici même 128 amendements. Alors par rapport au texte du Sénat, il y a un sujet sur lequel moi j'ai un désaccord par rapport à ce qui a été voté majoritairement. C'est l'affaire de changer la durée légale du travail. Je ne pense que ce n'est pas une bonne solution. Oui. Henri Sterdyniak. Mais sur le reste, pardonnez-moi, sur les sociaux, sur les indemnités prud'homales, sur l'apprentissage où tout a été gommé, il y avait des avancées. Sur les accords offensifs de l'emploi, il y a des avancées. Et ce texte me va bien, sauf sur le fait... On va faire parler l'économiste Henri Sterdyniak, suppression des 35 heures, rétablissement du plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Progrès ou recul ? Hausse des seuils sociaux aussi qui ont été multipliés par deux, quoi. Donc ce qui est quand même amusant, c'est que sur beaucoup de points, le Sénat revient au texte initial que le gouvernement avait voulu proposer au début. Le gouvernement a entre-temps écouté les syndicats. Oui, mais ce qui est quand même préoccupant, c'est qu'on s'attend quand même à ce qu'un gouvernement socialiste propose autre chose, une autre stratégie pour l'emploi, une autre stratégie pour le secteur, pour notre industrie, que de faire un petit peu ce que la droite va faire en pire. Et c'est là où c'est quand même inquiétant, c'est que le problème, c'est est-ce que la gauche, est-ce que les forces progressives sont capables de proposer autre chose qu'une situation où effectivement on va suivre ce que demande le MEDEF, c'est-à-dire que on va détricoter notre modèle social et qu'en même temps on fait rien contre les vraies causes de la crise, on fait rien contre la domination de la finance, on fait rien pour effectivement favoriser l'industrie. C'est quand même voilà. Et ce qui est également préoccupant, c'est que on ne fait pas vivre le dialogue social lorsque on accepte l'idée du MEDEF qu'il faut augmenter les seuils sociaux, c'est-à-dire diminuer la place des syndicats dans les entreprises, et que surtout cette loi, elle ne résulte pas d'une réflexion avec les syndicats sur que faire. C'est quand même ça qui a été loupé. Pourquoi au début, il n'y a pas eu une grande négociation où on aurait mis les choses sur la table pour dire effectivement, peut-être que le droit du travail est trop compliqué, effectivement, il faut changer certaines choses, mais il faut les changer de manière équilibrée. Il faut donner plus de pouvoir aussi aux salariés dans l'entreprise. L'avenir, c'est quand même pas le salarié jetable, c'est quand même le salarié compétent, attaché à l'entreprise. C'est le modèle allemand plutôt que le modèle britannique. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'autre chose que de caricature. Je suis désolée. On va se retrouver tous les deux. Non, pas tant que ça. Écoutez, franchement. Frédéric, je donnerai une autre version différente de la même politique que vous incarnez l'un et l'autre. Franchement, de ce point de vue-là, ne nous expliquez pas qu'on incarne la même politique. Vous avez le résultat au Sénat avec ce qui vient de sortir ici. Donc, oui, bien sûr. Oui, en tout cas, la question du JDD, on a posé la question à nos internautes. Hein, soutenez-vous la remise en cause des 35 heures proposées par la majorité sénatoriale 53% de oui, 47% de pour nous, c'est non. Non. En tout cas. Voyez, voilà. Sur ce point-là, on ne sera pas sur Alors, le texte revient à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Mardi, entre-temps, Manuel Valls va recevoir demain et après-demain les organisations syndicales et patronales. Pas question d'ouvrir des négociations sur les textes, prévient Matignon. C'est quoi une visite de courtoisie, juste pour boire le café? C'est ce qui se passe depuis le début, non?
Depuis le début, les syndicats demandent de réouvrir les discussions et on leur dit non. Alors on a laissé quelques mesurettes pour essayer d'aménager la chose et de la rendre plus digérable, dont une, d'ailleurs, je vous rappelle qu'elle a été supprimée non pas par le Sénat, mais par l'Assemblée, qui est la taxation des CDD, qui est passée à la trappe, d'accord ? Mais surtout, si vous me permettez, parce que là, on avait un débat, mais et pourquoi je dis qu'en réalité, c'est la même politique ? Bon, chacun joue son rôle, là, ça arrange chacun. Le Sénat montre qu'on peut être encore plus à droite, ça arrange le Parti Socialiste qui dit « Ah, ben, vous voyez, attention, la droite revient ». Mais sauf qu'en réalité, derrière ça, parlons sérieusement, c'est la même politique de l'offre. C'est-à-dire que c'est une politique qui, depuis des années, consiste à nous dire que c'est le travail dont c'est le prix du travail qui serait trop cher, il y aurait trop de protection sociale, il faudrait libérer, etc. etc. Attendez, laissez-moi, vous allez me répondre sur les arguments. Donc, qu'est-ce que cette loi et pourquoi elle reste éminemment dangereuse, même si, après, les amendements du Sénat sont annulés ? Parce que d'abord, le Code du travail, je vous le rappelle, c'est une loi de protection des salariés parce qu'on estime qu'il y a un lien de subordination entre les salariés et les chefs d'entreprise. Ce n'est pas une loi de régulation sociale des entreprises. Là, ça le devient. Deuxièmement, parce que l'inversion des normes, c'est le fait de considérer désormais que tout le monde ne sera plus égal sur le territoire ou selon la taille de l'entreprise, puisque la loi qui jusqu'à maintenant protégeait les salariés est subordonnée à des accords d'entreprise. Et troisième chose, pour reprendre les déclarations de M. Gattaz, qui est toujours satisfait de ça, c'est une sécurisation des licenciements en réalité. Voilà ce que cette loi propose. Et c'est pour ça que les Français sont contre, parce que les Français ne sont pas des imbéciles. On a depuis maintenant des mois en tout cas, on travaille des lois qui cassent. Et le problème, c'est que cette politique, monsieur, et c'est pour ça que le chômage a augmenté de la même manière sous M. Sarkozy que sous M. Hollande, vous avez eu raison de le dire, parce que c'est la politique qui, en réalité, au lieu de s'en prendre à ce qui coûte trop cher à la société, c'est-à-dire le coût d'un capital non investi, s'en prend au revenu du travail. Et à cause de ça, vous avez les situations... Philippe Vigier, vous voulez réagir ? Moi, d'abord, il y a un mot... Arrêtez ces slogans de la droite, le centre qui arrivent et qui vont faire une politique encore plus à droite. Non, mais arrêtez ces... C'est ce que vous essayez de montrer. Pas du tout. Moi, je vais vous dire une chose. Vous allez montrer. Et eux, ça les arrange. Je vais vous dire juste une chose. Vous voterez dans un confort qui pour moi est insupportable. Je vais vous dire lequel. Ah non, on veut gouverner ce pays. Est-ce que je peux... Non, ce ne sera pas confortable. On a un provision avec Jean-Luc Mélenchon. Moi, je veux bien on veut gouverner ce pays. Non, mais je ne parlais pas en même temps. Ça n'a pas toujours été son cas. Quand l'État lui a été proposé, il n'a pas souhaité dans ce gouvernement. Bah non. Je disais que vous, on aura plus de chances que vous en 2017. On va regarder ça. On va regarder ça. C'est pas bien sûr. Bon, j'attends que les deux fragments de la gauche soient affrontés pour pouvoir intervenir. Il faut juste dire une chose. Vous voterez dans un confort. Je répète ce que j'ai dit. La précarité, elle est là. Oui. Pardonnez-moi, 90% des emplois créés, c'est quoi? Ce sont des CDI ou c'est des CDD? Mais parce que ces lois-là passent depuis des années. Non, ce sont quoi? Des CDD? Ce sont des CDD ou des CDI? Ce sont des CDD. Qui ont permis le développement du CDD. C'est extraordinaire. Mais vous avez voté des lois où vous avez permis le développement des CDD. Mais pardonnez-moi, quel est le gouvernement qui a proposé des CDI à droit progressif? Quel est le gouvernement? Dites-le-moi, vous êtes économiste, vous connaissez tout cela. Qui? Personne. Quelle est la famille politique qui porte cette ambition? C'est nous. Moi, je ne peux plus supporter, je vous dis les choses. Quand vous avez un CDD, je suis maire de ma commune, j'ai un CDD, je ne peux pas trouver de logement. Je ne peux pas avoir un emprunt à la banque. Voilà ce qui se passe. Et ça, c'est une précarisation. Donc c'est pour ça qu'il faut taxer les CDD et remettre le CDI comme la norme principale du Code du travail. Là où vous faisiez une faute, et bien peut-être que vous voterez nos propositions de CDI à droit progressif. Et là où vous faites une faute, vous faites une faute parce que l'hypertaxation des CDD procurera plus de CDD et plus de chômage. Et là, vous faites une faute. Mais taxons les CDD. Ne taxons pas les CDD, comme ça il y en aura moins. Pardonnez-moi, ils sont déjà taxés. Frédéric auditeurs avec honnêteté. Frédéric Espagnac, réception demain des partenaires sociaux par Manuel Valls. Est-ce qu'on n'est pas quelque part en train de préparer une porte de sortie pour la CGT? On va donner un petit quelque chose à Force ouvrière pour qu'ils puissent rentrer dans le camp gouvernemental. Reprendre ce qu'a dit monsieur, ça ne se résume pas qu'à la CGT ou pas, ou à Force. Oui, Force ouvrière. Donc, non, justement, je pense que c'est un ensemble. La question... 7 syndicats qui sont là-bas. Voilà, donc déjà c'est une bonne chose. La deuxième, je ne veux pas dire à la place du Premier ministre ce qui va se passer ou ce qu'il peut proposer, et je ne peux pas savoir quelle sera l'issue des discussions. Pour ma part, je l'espère, en tout cas. J'espère qu'en tout cas qu'on sortira la question dans tous les cas de figure, c'est quel est le texte final. C'est ça qui doit nous réunir tous les uns et les autres. Premier point. Deuxième, c'est ce qu'a dit monsieur, c'est la précarisation aujourd'hui du travail et qu'est-ce que potentiellement on en sortira et quelles seront les avancées, oui ou non, à l'issue du vote de ce texte. Donc précarisons encore plus le travail. Arrêtez. Henri Sardignac, parlez pas tous en même temps. Le problème, il faut quand même être conscient de deux points. Premièrement, quand vous regardez
des pays comme l'Angleterre ou l'Allemagne, le travail s'est précarisé aussi. Il y a eu un développement important de la précarisation en Allemagne. On a un problème dans l'ensemble des pays développés qui est la disparition des emplois stable, bien payé. Ça frappe pas seulement la France. Une seconde du commentaire. Je vous demande une chose. De sortir du commentaire, qu'est-ce que vous proposez? Donc, bien sûr, dans toute l'Europe, on a un déficit de demande. On a accepté bêtement le pacte de stabilité, le traité budgétaire. On a rajouté un choc dépressif après un choc financier et on n'a rien fait pour... Donc il fallait renégocier les fameux traités. Il fallait renégocier les traités. Deuxièmement... Il avait annoncé qu'il le renégocierait en 2012, il l'a abandonné. Vous avez raison. Deuxièmement, c'est vrai. Depuis une vingtaine d'années, il y a eu de très nombreuses réformes du marché du travail en France qui ont tous augmenté la précarisation. On a dit pour favoriser l'emploi, créons des CDD d'usage et brusquement, voilà, nous disent en dehors du commentaire qu'un économiste éclairé nous dit. Vous savez très bien. Je termine qu'en dehors du commentaire, vous fassiez une vraie proposition. Eh bien, une vraie proposition. La France dit clairement. Il n'est pas question d'accepter de continuer le traité budgétaire et le pacte de stabilité. On fait comme... Exactement. Seul. On sera avec les Italiens. On sera avec les Italiens. On trouvera d'autres pays. On trouvera d'autres pays pour le faire. On trouvera d'autres pays. On n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls. C'est un autre débat. En tout cas. Et deuxièmement, il faut un vaste programme industriel se reposant sur la transition écologique qui ne repose pas dans lequel effectivement vous avez vu ce que j'ai déclaré cet après-midi, effectivement nous sommes d'accord, effectivement il faut relancer l'industrie française, mais on ne le fera pas comme le MEDEF le dit en développant simplement le rôle du chef d'entreprise. Il y a un rôle aussi des salariés. Vous êtes déconnecté du monde du travail. Et le problème de Hollande, c'est qu'il n'a pas réussi à faire cette mobilisation pour à la fois plus de demandes et aussi plus de capacités productives en France pour y répondre. C'est ça qu'on attendait. La banque publique d'investissement qu'on a lancée, c'est pas assez. Est-ce que je peux me permettre de prendre un exemple? Il y avait la TVA compétitivité qui avait été mise en place. Oui. Il est arrivé au pouvoir, il l'a supprimée. Il a attendu 18 mois pour monter ce qu'on appelle le CICE, qui profite à qui? À qui il profite? Aux emplois industriels? Non. 27% des emplois industriels. Vous voyez la TVA compétitivité. Certes, Nicolas Sarkozy l'avait fait en fin de mandat et à un niveau beaucoup plus faible. Nous avons préconisé 5 points de TVA compétitivité pour augmenter la feuille de paye, oui, avec une baisse des charges sociales salariales et une baisse des charges sociales patronales. C'est Louis Gallois qui a fait la préconisation. Madame, Messieurs, dans cette émission, on a l'habitude de faire intervenir nos sentinelles citoyennes. Je crois qu'on a Alexandre Marcel. Vous êtes en ligne, vous avez une question. Oui, comment peut-on penser que revenir sur les 35 heures créera de l'emploi ? Quand l'État a offert l'équivalent de 1 704 642 SMIC bruts annuels aux patrons, et oui, 30 milliards d'exonération de SMIC brut, ça veut dire 1 704 642 SMIC bruts annuels. Donc, quand on a fait ça, à part aider les entreprises et faire perdre du pouvoir d'achat aux 7 millions de travailleurs pauvres, vous allez faire quoi ? Et ma question, elle est simple. Les heures supplémentaires supprimées, c'est la perte du pouvoir d'achat. Donc, quand j'entends sur le plateau le monsieur là, vous m'entendez ou pas? Oui, on vous écoute, Oui. Non, parce que je vois le monsieur qui dit, mais nous, on cherche des solutions, le monsieur de l'UDI, là. Moi, je suis désolé. Oui. Quand on a offert pratiquement 30 milliards d'exonération à des entreprises, quand vous allez rabaisser à 35 heures, vous allez faire un cadeau à qui? Encore à l'entreprise? Mais combien de milliards et combien de cadeaux on va faire aux entreprises, là? Pardon? Merci Alexandre. Merci en tout cas Alexandre Marcel. On a entendu votre question, donc la suppression des 35 heures, fausse bonne idée? Frédéric Espagna. Évidemment, fausse bonne idée aujourd'hui dans le contexte. En plus, voilà, donc c'est évidemment, nous avons tous voté contre au Sénat. Enfin, je veux dire, revenir potentiellement aux 39 heures aujourd'hui, c'est une aberration totale.
En tout cas, le texte donc revient à l'Assemblée nationale et il y a un travail en coulisses. Et il y a le travail de Christophe Sirugue, député de Saône-et-Loire et rapporteur de la loi travail, qui va proposer des amendements, un compromis pour ne pas vider l'article 2 de son contenu, tout en trouvant un terrain favorable aux syndicats. On l'écoute le rapporteur de la loi travail au micro de Camille Vigogne. À partir du moment où on ne remet pas en cause les principes fondamentaux du texte, il y a des réponses qui doivent être apportées. Il y a une question qui est posée depuis un moment sur la relation entre la branche et l'entreprise. J'ai fait partie de ceux qui ont plaidé pour qu'on puisse continuer à discuter sur ces questions-là. Nous avons avancé sur une position que je partage maintenant avec le gouvernement. Sur la question qui était posée, qui est de dire comment est-ce qu'on rassure sur le fait que la branche est un poids et une discussion qui ne soit pas que symbolique, il y a des propositions qui seront faites. Coquerel, ça négocie en coulisses entre les bras droits de François Hollande et les syndicats pour trouver un compromis? Je ne sais pas, peut-être, j'en sais rien, faut voir. Mais peut-être, faut voir. Moi, ce que j'entends de la part des syndicats, c'est qu'on les fait beaucoup parler, mais pour l'instant, ils sont fermes sur leurs convictions, sur le retrait de la loi, et notamment la question du fameux article 2. Voilà. On va y venir. On va y venir. Donc, moi, je crois qu'il y a une vraie question à se poser. Tout à l'heure, j'entendais M. Valls et nous expliquer tout d'un coup, nous faire un cours contre l'Europe libérale, comme ça, à un an des élections, alors que ça fait 4 ans que, effectivement, ils ont accepté le traité. Mais vous savez, les lois qu'on veut nous imposer là, elles ont une origine, je vous le rappelle. C'est qu'à partir du moment où Bruxelles a accepté un assouplissement budgétaire par rapport à la règle d'or de l'année budget, l'idée, ça a été de dire qu'il faut que la France fasse ce qu'ils appellent des réformes structurelles. Les réformes structurelles, dans la novlangue de Bruxelles, c'est toujours la même chose, c'est de toucher à la protection sociale, déréguler. Il y a eu la loi Macron, première loi qui a été faite dans ce sens-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle était si fourre-tout. Parce que tout d'un coup, on a mis plein de choses dans cette loi pour répondre à Bruxelles. Vous avez eu la loi Rebsamen et maintenant vous avez la loi El Khomri. Bien. Donc ces lois-là, quand on veut quelque part, si on veut lutter contre... Frédéric Espagnac peut vous répondre. Est-ce que c'est la construction européenne? Est-ce que c'est Bruxelles qui a imposé la loi travail? C'est bien évidemment, et M. Moscovici l'avait même répété à ce moment-là, c'est en échange d'un assouplissement budgétaire, la France doit faire des réformes structurelles. Le problème, c'est que ces réformes structurelles, ça fait 25 ans que le pays les fait. Et que le chômage ne cesse d'augmenter, il viendrait augmenter cette année, et qu'en Europe, il y a un record historique du chômage, qui fait que, dans un cadre absolument aberrant, le seul endroit au monde qui existe de ce point de vue-là, où vous avez un libre-échange total, sans aucune harmonisation sociale et fiscale, ce qui fait que vous avez un dumping absolument terrible entre les peuples, c'est quelque chose qui n'est plus vivable, parce que c'est le travail qui est obligé au fur et à mesure de reculer, donc il y a moins d'activité, parce que quand les gens ont moins d'argent, il y a moins d'activité. Le chômage ne fait qu'augmenter et à la fin, il n'y a que les rentiers et ceux qui ont des actions qui s'en satisfont parce que par contre, les profits continuent à exploser. Quand vous disiez tout à l'heure les propositions, je vous le dis, il faut tourner le dos à ce système-là parce que c'est quelque chose qui n'est plus possible et c'est d'ailleurs pour ça que à chaque fois qu'on interroge les peuples en Europe, et il faut peut-être s'en rendre compte à un moment donné, 2005 en France, aux Pays-Bas, 2008 en Irlande, là maintenant le Brexit, au fond, les gens disent non parce que c'est quelque chose qui n'est plus vivable. On ne peut pas continuer comme ça ce nivellement par le bas au seul profit en réalité de la bourse. C'est plus possible. Non, il y a un constat sur lequel on sera d'accord, c'est que cette Europe a perdu son idéal. Cette Europe n'est plus l'Europe de croissance et d'emploi telle qu'on pourrait l'attendre. Mais c'est pas en sortant de l'Europe ou de l'euro que ça ira mieux. Regardez les Grecs. Est-ce qu'ils sont sortis de l'euro? Et vous trouvez qu'ils s'en sortent? Non, mais je vous interroge. Pourquoi ils ne sont pas sortis? Parce qu'ils savent très bien que la solidarité est venue d'Europe. Regardez regardez les Irlandais du Nord en 2009. Moi, j'ai pas oublié. Sans l'Europe, le système bancaire se cassait la figure. Ce que je vais vous dire, c'est que cette Europe ne marche pas bien. Je l'ai déclaré en plus cet après-midi. Que l'Europe se recentre sur un certain nombre de sujets majeurs. La lutte pour moi pour la sécurité intérieure, c'est européen. Le problème des migrations, c'est un problème européen. Le problème d'une industrie, pas seule la France. Vous parliez de la transition écologique. Oui, moi je rêve d'une industrie puissante, européenne, de tout ce qui concerne la transition écologique, comme on a su le faire dans l'aéronautique, comme on a donc, le faire dans le spatial. C'est ça qui manque. Donc il y a déjà un constat, c'est qu'il faut sortir des traités actuels. Parce que tous les traités actuels... Moi je vais vous dire une chose, j'ai fait une proposition. C'est un accord intergouvernemental avec un petit noyau de pays qui avance à la même vitesse. C'est une proposition qui avait été faite en son temps par François Hollande en disant à un moment donné, si on ne peut pas... Il l'a pas fait depuis 4 ans. Monsieur Hollande nous explique, moi j'étais à l'Élysée l'autre jour, en face de nous, Monsieur Hollande nous disait, ben oui bien sûr,
je peux vous le dire, M. Hollande nous a expliqué que pour lui, il fallait rester dans le cadre des traités actuels, parce que sinon ça durerait trop longtemps, d'accord? Je pense aussi parce qu'il sait que les peuples maintenant les refuseraient, et que donc il était dans une situation simplement d'aménagement, qui en réalité sont souvent des aménagements que décide Berlin. Il faut de toute évidence un choc en Europe. Ce choc, ça doit être un choc de demande, et puis il faut arrêter de se polariser sur les réformes structurelles qui frappent le monde du travail et qui oublient complètement la responsabilité du capital. Il faut mobiliser les peuples pour un renouveau productif. Et ce texte-là, qu'on le veuille ou non, ça va pas dans le bon sens. Henri Terdignac. L'économie a changé, mais vous avez vu le texte dont on dit il va simplifier le droit du travail. Le texte voté au Sénat à 163 pages. Il est beaucoup plus volumineux que ce qui avait été voté à l'Assemblée nationale, et il est beaucoup plus volumineux que les textes qui remplacent. On a maintenant une complexité phénoménale où on va permettre aux chefs d'entreprise de faire des référendums à l'intérieur de chaque entreprise pour diminuer. Vous êtes injuste parce que vous n'appuyez. Vous êtes injuste parce que vous appuyez uniquement sur des choses qui ne vous plaisent pas. Et vous ne dites pas qu'il y a des avancées. Pardonnez-moi un exemple. Je vais prendre un exemple devant vous. Oui. Et ce n'est pas le MEDEF qui le dicte. C'est pas le MEDEF qui le dicte. L'affaire des seuils sociaux. Quand vous avez une entreprise qui passe de 9 à 10, qu'est-ce qui se passe? Quand vous passez de 19 à 20, qu'est-ce qui se passe? Quand vous passez de 49 à 50, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des complexités. Ça existera toujours. Non, moi, écoutez, on a changé les seuils, mais les seuils existeront de toute façon. Je veux dire par là non, mais moi je suis favorable, je vous dis très librement les choses, à ce que ces seuils, d'ailleurs nous sommes uniques en Europe, parce que vous parlez de ça, à avoir ces seuils aussi contraignants. Et on avait proposé d'ailleurs dans la loi Macron, le groupe UDI l'avait porté, que ces seuils, on les fasse disparaître au moins pendant 3 ans pour qu'on donne un peu d'oxygène à notre pays. Parce que ces seuils... Si on les fait disparaître, il faut qu'au niveau des petites entreprises, les syndicats aient effectivement les moyens d'intervenir. C'est ça le point. Le mot syndicat. Moi, je vais vous dire, des accords d'entreprise. Parlons une seconde de l'article 2. J'entends la problématique de l'accord de branche et de l'accord d'entreprise. Moi, je suis plutôt favorable à l'accord d'entreprise. D'abord, il faut dire qu'il y a plus de 300 000 accords d'entreprise qui fonctionnent dans ce pays. Mais personne n'est contre les accords d'entreprise. Eh bien, ils sont des accords d'entreprise qui sont supérieurs à la loi et non pas l'inverse. Et l'article 2 de ce code du travail va permettre dorénavant que les accords d'entreprise dégradent la loi. C'est ça le problème. Personne n'est contre. Le problème aussi, c'est que vous voulez mettre un syndicaliste permanent dans chaque boîte. Moi, je crois à la capacité, à la vertu. Écoutez, je suis également chef d'entreprise. Voilà. Il y a 30 salariés. Eh bien, vous n'allez pas faire voter dans votre entreprise un référendum pour diminuer les acquis sociaux. C'est pourquoi cette loi, elle est un peu n'importe quoi. Je n'ai pas besoin de les faire voter. Écoutez ce que je vous dis, parce que je leur parle et je les vois. Oui, et quand on se parle et qu'on se voit, on avance et on discute. Enfin, heureusement qu'on n'est pas resté à un système où les chefs d'entreprise parlent et voient aux salariés. Heureusement que les syndicats existent. Sinon, vous parliez tout à l'heure de manière un peu péjorative de propositions qui sont trop tombes. Non, pas péjorative, j'aime bien argument contre argument. Mais je vous fais remarquer qu'aujourd'hui, tout ce qui consiste à faire développer l'ubérisation, à revenir sur les protections sociales, c'est en train de nous emmener à l'outre-tombe. Parce qu'on ne pourra pas continuer comme ça, à être dans un cadre européen et français où le chômage monte de manière aussi importante. Et ce sont ces politiques qui le font monter. C'est quelque chose qui est un constat. Il y a une chose que vous ne répondez pas. Comment ça se fait que depuis 30 ans, le capital coûte 150 milliards de plus à l'économie française par an? Les dividendes ont explosé, les investissements ont diminué. Ça, ce n'est pas des chiffres que j'invente, c'est des chiffres réels. Je vais vous décevoir, j'ai même voté la proposition de loi communiste à l'Assemblée nationale pour encadrer les revenus des patrons et soumis à l'approbation de ceux qui sont propriétaires de l'entreprise, ce sont les actionnaires. Donc vous voyez, ils n'ont pas été encadrés. Et je vous rappelle que sur la taxe sur les... Non, moi je laisse rien passer. Non, mais laissez rien passer, mais je vais vous dire pourquoi. Mais moi je vous dis une chose, lorsqu'il y a eu un texte de loi... Mais attendez monsieur, la politique de monsieur Sarkozy et maintenant de monsieur Hollande, c'est la même politique qui consiste à faire en sorte... Mais bien sûr, Éric Coquerel. Non, mais justement, vous avez raison. Monsieur Hollande fait pire que monsieur Sarkozy. Vous avez raison, il fait pire que monsieur Sarkozy. Il a tourné le dos à tout. Il y a des choses que monsieur Sarkozy n'a pas osé faire. On parle pas en même temps. On va revenir. Donc le texte revient. Non, mais attendez.
Mais prenons les choses sérieusement. Oui, mais écoutez, c'est ce que je fais là. Parce que là, la réforme du Code du travail, M. Sarkozy voulait la faire, il n'a pas pu, parce qu'il a estimé qu'il y aurait des protestations sociales et que la gauche entièrement s'opposerait. Regardez ce qui se passe. M. Sarkozy revient. Regardez qu'est-ce qu'il va vous transformer. Pour l'instant, ce que je constate, au niveau des lois, etc., c'est que vous faites pire que Sarkozy, bien sûr. Mais bien évidemment, ça vous déplaît peut-être, mais c'est l'évidence. Pour prendre un petit détail, y compris avec Bernard Thibault. C'est un fait. Pour prendre un petit détail qui quand même a son importance, le Sénat a eu, dans sa sagesse, a rétabli le fait que les médecins du travail ont le droit, feront de nouveau des examens à l'embauche, ce qui est très bien, et ce qui va être supprimé à l'Assemblée nationale, ce qui est quand même un scandale. Merci de reconnaître les vertus du Sénat. C'est quand même un scandale. Justement, le plus grave dans tout ça, on revient à l'élaboration de la loi. Mettre en cause la médecine du travail quand on est un gouvernement socialiste, ça quand même, ça se pose là. Et le pire de tout ça, parce que c'est quelque chose qui met à mal la société française, c'est que M. Hollande, à l'inverse de M. Sarkozy, il a été fait pour faire une politique totalement différente. Et le problème démocratique que nous avons, il est là. C'est que les gens ne comprennent plus une société où, comme ça, quelqu'un peut finalement faire une politique contre laquelle il a combattu. Il y aura des conséquences électorales, selon vous ? Il ne faut pas s'étonner, bien sûr, il ne faut pas s'étonner qu'à partir de là, on parlait de mise sous tension de la société tout à l'heure, mais il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, la société n'en puisse plus et explose. Parce que quand vous imposez le 49.3 parce que vous n'avez pas de majorité à l'Assemblée, quand vous n'avez pas de majorité à l'Assemblée, vous continuez avec le rapport de force en passant en trombe, c'est quelque chose qui avive les tensions, qui avive les divisions et qui fait très mal au pays. Et là, M. Hollande en est très responsable et M. Espagnac, donc le texte va revenir la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Le gouvernement n'exclut pas d'utiliser le 49.3. Est-ce que ce serait une bonne chose ? Je me suis déjà exprimé, en tout cas en souhaitant que ça ne soit pas le cas, et en évoquant notamment les évolutions possibles sur l'article 2. Je d'ailleurs remarque, et je fais remarquer d'ailleurs que le rapporteur socialiste a fait un énorme travail de ce point de vue-là, de discussion, voilà, donc, et d'avancer aussi. Bon, après... la Constitution ayant été faite par revenir sur l'article 2. En l'occurrence, le 49.3 est une possibilité de nos institutions. Donc, si le gouvernement a des vertus, comme quoi il faut l'auteur du coup d'État permanent, François Mitterrand, qui voulait la supprimer, s'en est tellement bien accommodé. C'est pour ça que nous disons qu'il faut la changer. Je rappelle ce sondage au Doxa paru ce matin. Plus de 7 Français sur 10 s'opposent à un nouveau recours du 49.3 pour adopter ce texte controversé. C'est un sondage. Je termine le sondage de Frédéric Espagnac. 58% des Français favorables à une motion de censure commune, donc droite-gauche, gauche frondeur et communiste. Si le 49.3 est de nouveau utilisé en juillet. Ça vous inspire quoi ? Avec la gauche ? On va écrire la motion de censure avec les Républicains. Non, mais vous allez la voter avec la gauche ? Non, moi je ne Ah bon, j'avais pas compris ça. Nous écrirons, comme nous l'avons fait pour la première fois, dans la première lecture, une motion de censure avec les Républicains. Mais allez au bout, donc si la gauche je vais au bout. allez voter donc avec la motion de censure. Je vous réponds oui. Je ne veux pas rajouter une crise politique à une crise sociale et économique grave. Voilà. Pas de la politique du pire, pas de la politique de... Moi, au pouvoir, je ne ferai jamais de telles choses, comme l'a très bien déclamé François Hollande, en tournant le dos aux engagements qu'il a pris en 2012. C'est pour ça qu'il y a une fracture à l'intérieur de la gauche, c'est pour ça qu'il y a une fracture avec les syndicats, et pour ça qu'il y a une fracture avec le peuple. François Hollande a dit « j'irai jusqu'au bout ». Vous n'en avez pas le moindre doute ? Non, mais sur le fait, en tout cas, qu'il ne retirait pas cette loi, non, je n'ai pas de doute, il ne la retirera pas. Il faut dire aussi qu'il y a toute une campagne orchestrée pour dire il faut absolument que le gouvernement, tel qu'il est, fasse une politique extrêmement dure en la matière. C'est vous qui avez des mots durs. Non. Changez vos mots. Il y a toute une campagne pour dire il faut absolument, la France doit absolument obéir à Bruxelles, elle doit obéir de rien du tout. La France doit absolument réduire son déficit public pour apparaître comme un bon élève à Bruxelles. Il y a quand même toute une campagne. Le problème, il y a toute une campagne dans les médias pour dire que la France. Laissez-moi parler. Il y a toute une campagne dans les médias pour dire il faut absolument que la France pourrait avoir un poids à Bruxelles, impose une politique restrictive et impose des réformes structurelles. C'est ce que disent les médias. Je suis désolé. Alors dans ces conditions, Hollande ne va pas reculer et il a tort. Parce que Hollande serait beaucoup mieux s'il disait l'Europe actuellement est dans une impasse, il faut
prendre une pause et pendant cette pause, il faut changer l'Europe. C'est ça le problème. Mais on parle de la loi travail ou on parle de l'Europe? On parle de la loi. On va revenir. C'est l'Europe. La loi travail, c'est un des résultats de l'Europe. Pas que. Ça, c'est des mensonges qui s'est dit à la base. Bien sûr. Et après, non, c'est des choses importantes qu'il faut dire. Si on parle d'Europe, ce qui est important, c'est ce qui se joue aujourd'hui, c'est ce qui joue demain, et c'est potentiellement la reconstruction. Parce que 2017, le débat sur l'Europe devra être au centre, parce que c'est également, bien sûr, au centre de la question. Parce que justement, la loi travail, la loi Macron, toutes les lois de dérégulation, ce sont des lois qui viennent d'une politique de l'offre qui est... Attendez, après on est obligé de hausser le ton parce que vous interrompez sans arrêt. Pas du tout. C'est vous qui... Donc parce que cette loi, parce que ce soit l'austérité au niveau des budgets nationaux, que ce soit la politique de l'offre, c'est une loi qui est imposée effectivement par les traités européens. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce soit dans le cadre de la transformer l'Europe ou de la quitter, il faut sortir de ces traités parce qu'ils sont les fossoyeurs de toute idée européenne. De toute idée européenne. Ça, c'est la première chose. Et vous m'avez interrogé pour le 49.3. Je vous dis très clairement, mais bien sûr, vous êtes étonné du Brexit? Vous êtes étonné du nouveau traité constitutionnel européen? Moi, je veux une Europe qui protège. Moi, je veux une Europe qui avance. Mais je veux pas une l'Europe Europe qui s'empanne comme elle a été depuis des années. Moi, je veux une Europe qui avance, socialement, qui protège et qui amène pas ce qui est en train de se passer. Quand je vois aujourd'hui les jeunes qui ne s'y trompent pas, les jeunes britanniques qui votent aujourd'hui pour le maintien dans l'Europe. Écoutez, absolument. Mais vous voulez dissoudre les peuples? Pourquoi c'est vous qui parlez de ça? De quoi vous me parlez? Que vous essayez de leur imposer. Parce que c'est une Europe qui est tout sauf celle d'un progrès. Comment voulez-vous que les gens s'attachent à quelque chose qui construit le progrès? Ça fait 30 ans que vous nous dites construisons l'Europe, c'est pas grave le contenu. Ça fait 30 ans qu'on est au pouvoir, excusez-moi. Ça fait 30 ans, malheureusement. Ça fait 30 ans que vous êtes alliés pareillement sur la même question d'une Union européenne dont il s'agirait de construire l'Union européenne, qu'importe le contenu. Eh bien, les peuples, les uns après les autres, n'en veulent plus. Ils n'en veulent plus. Et le problème, c'est que quand vous dites ça, tout le monde va vers l'extrême droite. Et heureusement qu'il y a des gens à gauche qui sont pour proposer autre chose. Heureusement qu'il y a des gens à gauche. Vous prenez les mêmes choses aujourd'hui que l'extrême droite. Regardez de près ce que vous dites, vous prenez les mêmes choses que l'extrême droite. C'est la réalité. Si on peut plus en placer une, on va partir. Parlez pas en même temps. Ça fait 3 mois donc que le résultat du chômage n'est pas si mauvais que ça. Il y a de bonnes prévisions quand même, mais il y a toujours ce décrochage avec une partie de l'électorat de gauche. Est-ce que ça va continuer comme ça, Frédéric Espagnac? Écoutez, je ne lis pas dans le Marc du Café. La réalité aujourd'hui, bien sûr que l'électorat, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il soit au rendez-vous. Enfin, j'ai cette honnêteté-là de le dire. En même temps, quand j'entends... Il y a un électorat de gauche qui est en grève avec son président? C'est pas une histoire d'être en grève. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, le rendez-vous, malheureusement, il est manqué d'une certaine façon. Et en même temps, on voit bien que les résultats commencent à poindre, on parlait du chômage. Alors peut-être que ça remonte ce mois-ci, mais d'un point de vue économique, la reprise a recommencé. On le sent bien même dans les entreprises. On le sent. Voilà. On parlait d'industrie tout à l'heure. Je suis désolée, aéronautique et d'autres. Oui, ça reprend. Oui, on voit bien que les choses. Écoutez, je suis désolée, ça recommence à recruter aussi. Donc voilà, c'est ça qui est important. Et c'est ce visage-là qu'il nous faut aujourd'hui continuer à défendre pour la France à l'étranger et faire en sorte en tout cas qu'au mieux, on parte sur des emplois qui ne soient pas des emplois PKM mais des vrais emplois pour les Français. J'avais suivi un peu la campagne de François Hollande. L'une de ses promesses, c'est rien ne sera adopté sans négociation avec les partenaires sociaux. Est-ce que le 49.3, c'est pas une trahison de cette promesse électorale? La trahison, ça a été au début, c'est-à-dire le problème de cette loi travail, c'est qu'il n'y a pas eu de négociation. Il n'y a pas eu de négociation au départ. Il y a eu le problème de la stratégie de Valls et de Hollande dans cette deuxième période de quinquennat, c'est qu'ils ont tous cédé au MEDEF en se disant effectivement, en se disant effectivement, le patronat va effectivement relancer l'emploi et l'investissement, et le fait est que ça n'a pas marché et que on est actuellement juste à un 5, un 6 de croissance, ce qui stabilise le chômage, mais on n'a pas le choc qu'on pouvait espérer, qu'on aurait pu espérer et qu'aurait permis de terminer en beauté. Ce sera le mot de la fin. Merci avocat d'avoir accepté notre invitation à l'actualité sur la loi travail. C'est demain et après-demain, le Premier ministre qui reçoit les partenaires sociaux pour faire un point. On va suivre cela sur LCP. Nous, on se retrouve demain sur un tout autre thème, le Brexit, ce casse-tête anglais pour Bruxelles. Émission spéciale après un sommet européen consacré à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Bonne soirée à tous et à demain. Bonne soirée.